It is our task to make certain that the pages in German history that bear witness to our disintegration are torn in half. From need, misery, and wretchedness shall arise a new German Reich. Au jour de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne se cherche un sauveur. Et un homme, Dietrich Eckart, pense avoir trouvé son Messie, convaincu que ce dernier va régénérer l'Allemagne, la refaire renaître de ses cendres. C'est ainsi que par la suite se créera un gang de marginaux, héros et généraux qui vont commettre les pires crimes de l'humanité et passeront de bagarres de rue à la conquête de l'Europe et alimenteront les pires horreurs du Troisième Reich. Voici l'histoire qui explique comment un des partis les plus racistes et sadiques prendra les commandes de l'Allemagne. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Automne 1918. Alors que le général allemand Hermann Göring remobilise ses troupes pour tenter d'asséner un coup important aux Alliés, il lui parvient une nouvelle. Le Kaiser allemand a décidé de capituler face aux Alliés et s'est réfugié aux Pays-Bas. Pour lui et pour beaucoup d'Allemands, cette nouvelle tombe comme une bombe. Et la guerre n'a pas été perdue par les valeureux soldats allemands, mais par les lâches politiciens de gauche. L'Allemagne peut bien se rendre, mais Göring ne se rendra jamais. Bavière, Munich. Un poète et dramaturge antisémite, Dietrich Eckart, convaincu que les Germains de pure souche sur homme se sont affaiblis à cause de leur reproduction avec les ethnies inférieures, intégrera et formera vers la fin des années 1919 un groupe d'extrême droite radicale, antisémite, l'ordre de Thulé, ayant pour but de s'emparer du pouvoir en Allemagne et de répandre leur idéologie extrémiste. 10 janvier 1920, le traité de Versailles vient affliger à l'Allemagne des sanctions terribles. Le pays plonge dans une de ses plus grosses crises économiques. De plus, près de 6 millions d'Allemands perdent leur nationalité et deviennent polonais, tchèques ou français. Le pays plonge dans le chaos. Une opportunité grandissante pour notre poète et dramaturge Dietrich Eckart afin que son parti gagne en notoriété. Lors d'un rassemblement du parti de Thulé, dans un bar populaire à Munich, un espion envoyé par l'armée se faufile dans l'assemblée et s'aperçoit très vite que ses idées, notamment antisémites, résonnent à l'unisson des siennes. Inspiré, il se lève sur une table et fait un numéro oratoire aussi fougueux et déterminé que la foule l'applaudit et l'acclame. Eckart a trouvé son Messie. Cet homme, c'était Adolf Hitler. Un homme en particulier présent sera subjugué et impressionné par le Führer, Rudolf Hess, un personnage qui deviendra une des pièces clés du cercle rapproché d'Hitler par la suite. Du discours d'Hitler, Dietrich Eckart s'approche de ces derniers et les deux hommes commencent à discuter. Et ces derniers se rendent compte très vite qu'ils sont faits pour travailler ensemble. Alors Dietrich Eckart demande à Hitler de prendre en main la propagande du parti nazi. Et maintenant que ce dernier la dirige, il décide de changer le nom du parti et le parti devient le NSDAP, plus communément appelé le parti nazi. Et Hitler, par ses talents d'orateur, recrutera des centaines de nouveaux adhérents. Et un officier de l'armée allemande le remarque à son tour et deviendra membre du parti nazi, Ernst Röhm. Tout majeur à Hitler, puisque ce dernier créera un puissant arsenal militaire au sein du parti, puisqu'il recrutera des membres de l'armée allemande pour les intégrer et il sera en charge du parti des chemises brunes, les SA. 1920, le parti grandit. Röhm et Eckart lèvent des fonds et achètent un édito populaire, le Volkischer. Et Eckart, rédacteur en chef, saisit l'opportunité pour vendre sa vision qu'Hitler est le messie de l'Allemagne. Un autre homme, ayant soif de conquête et de reconnaissance, débarque en Bavière pour intégrer le mouvement d'Hitler et deviendra par la suite chef de la section d'assaut nazie, Hermann Göring, célèbre vétéran de la Première Guerre. 1922-1923. L'inflation galopante étouffe l'économie. Le pain passe même de 165 à 1 milliard de marks en l'espace de 10 mois. Face à la crise, Röhm et Göring poussent Hitler à s'emparer du pouvoir par la force.
L'idée, écarter les 3 hommes qui dirigent la Bavière, le chef de la police, de l'armée et le premier ministre, von Kahr. Problème, même si le putsch est réussi, Hitler est inconnu hors Munich. Le parti décide donc de se rapprocher du général Ludendorff, vétéran des plus respectés en Allemagne. Ils apprennent que von Kahr et leurs 2 autres targets sont au bar Burger Braukeller. Göring et Hess mobilisent les troupes et près de 600 Allemands s'emparent du bar. Göring enfonce la porte et installe les mitrailleuses. Hitler entre dans la salle, tire 2 coups vers le plafond, fait un discours et une fois de plus, enflamme la foule. Il essaye de convaincre von Kahr, le chef de la police allemande et de l'armée, de s'allier à lui, mais ces derniers refusent. Mais au même moment, le général Ludendorff entre dans la salle et la magie opère. Finalement, ces 3 derniers acceptent de s'allier à Hitler. Plus tard dans la soirée, Ludendorff commettra l'irréparable. Il laissera von Kahr sortir en échange de sa loyauté. Aussitôt, ce dernier mobilise l'armée et tendra un piège aux nazis. Ludendorff décide de lancer une marche nazie comme prévu dans Munich avec Hitler, Hess et Göring pour impressionner la foule. Mais l'armée officielle les attend, cachés dans un marché populaire. Et au moment où les nazis mordent à la l'appât, l'armée tire une rafale de balles. Göring est touché à la cuisse, il ne peut que ramper. 16 nazis décèdent et une balle manque Hitler de 30 cm. 30 cm plus à droite et l'histoire aurait totalement changé. Göring et Hess fuient en Autriche et Hitler et Röhm sont emprisonnés. 6 semaines plus tard, Eckart succombe de la maladie et dira comme dernière phrase « Suivez Hitler, il dansera, mais c'est moi qui ai écrit la musique. » Landsberg, Munich. Hitler va mal, il est au bout du suicide. Mais Rudolf Hess est là. Ce dernier le soutient et devient son pilier, autant sur le plan idéologique qu'émotionnel. Et ces derniers finiront par écrire un célèbre livre, Mein Kampf, où Hess en est le co-auteur. Hitler se rend compte que son procès peut lui servir de tribune pour propager ses idées au lieu de solliciter sa clémence, sa seule chance de se tirer de prison. Dès qu'il se présente, il commence son show. Il réussit à changer le désastre du putsch en triomphe et se présente en martyr et déclare notamment « Aujourd'hui, je me suis sacrifié pour l'Allemagne. Je suis accusé aujourd'hui, mais l'avenir me donnera raison. » Ces prises de position feront là une des journaux. La foule acclame son nom et les juges finiront par lui donner 5 ans au lieu de 22. Le même jour, Röhm est libéré et Hitler lui donne les rênes du parti. Aussi vite, Röhm change du parti en Frontbahn puisque le nazisme est désormais interdit en Bavière et ce dernier recrutera plus de 30 000 adhérents. Leur long séjour en prison, Hitler et Hess avaient compris que pour accéder au pouvoir, il vaudrait mieux passer par le scrutin et les urnes. Et en juillet, Hitler démissionne du parti nazi parce qu'il sait que pour réussir, il ne doit plus être associé à la violence sous peine que sa crédibilité politique en fasse les frais. 20 décembre 1924, Hitler sort de prison et purgera une peine de 9 mois au lieu de 5 ans. Entre-temps, le statut économique allemand a changé. On est bien loin des années sombres et le discours nazi n'est plus crédible et ne fait que 3% aux élections sans Hitler. Hitler et Hess décident de reconstruire le parti et ont pour but de prendre le pouvoir par la démocratie. Ce qui ne plaît pas du tout à Röhm, élève de l'ancienne école, qui démissionne et part en Bolivie. De plus, un autre problème se présente. Hitler n'a pas le droit de faire aucun discours d'ici 1927 sous peine de retourner en prison. Mais le Führer remarque un jeune journaliste et écrivain qui a un point commun avec lui. Il sait haranguer les foules, Joseph Goebbels. Antisémite et conservateur, trouve sa voie. Hitler le place au sommet du parti. Le jeune écrivain sillonnera l'Allemagne et fera 189 discours en à peine 10 mois et suscitera l'admiration du peuple allemand. 1927, Göring est de retour en Allemagne et Hitler peut reprendre ses discours. Tout semble parfait pour une victoire aux élections de 1928. Mais non, ce sera pire, une catastrophe. Les discours d'une possible faillite et du retour de la misère n'est plus du tout d'actualité. Les nazis passent de 3 à 2,6%. Ils perdent près de 100 000 voix. Sur les 500 sièges du Reichstag, le Parlement allemand, les nazis en gagnent seulement 12
et de députés Hitler et Goebbels. Leurs prédictions de désastres financiers n'intéressent plus personne et les communistes gagnent du terrain. Mais un événement va tout chambouler. Wir haben ein Ziel uns gewählt und vertreten es verdammtes rücksichtslos bis ins Grab hinein. Octobre 1929, la bourse de Wall Street s'effondre. Les financiers américains rappellent leurs prêts à l'Allemagne et le pays replonge dans le chaos financier. Et cela, un homme l'avait prédit, Adolf Hitler. Lorsque le gouvernement démissionne en 1930, les Allemands sont réappelés aux urnes. Pour les nazis, it's now or never. Goebbels en profite. Il utilise des nouvelles méthodes, plus modernes et plus ambitieuses. Il circule en voiture avec des haut-parleurs, enregistre des discours d'Hitler sur des DVD à phonographe et les distribue gratuitement à la foule. Il organise même 34 000 meetings. Quant à Göring, général allemand décoré de la plus haute récompense militaire, il convainc plusieurs personnes influentes à soutenir le parti. Et cette tactique s'avère d'une efficacité redoutable. 14 septembre 1930, les nazis accumulent 6 millions de voix et 107 sièges au Reichstag. Et avec le chômage grandissant, les nazis deviennent la première force au Parlement à égalité avec les communistes. Goebbels décidera de sortir un film qui impressionne une population au quotidien terne et étriquée, où l'on voit Adolf Hitler survolant l'Allemagne, saluant le peuple. Au sol, l'armée attend le Führer, comme un ange exterminateur tombant des nuages. Un film où Hitler apparaîtra un homme du XXe siècle, là où tous ses concurrents semblent bien bloqués au XIXe. Accéder définitivement au pouvoir, il leur faut un homme respecté par tous les Allemands, tout comme Ludendorff autrefois. 1939, Göring, adoré des Allemands, devient président du Reichstag. Et ce dernier décide de convaincre le président allemand, Hindenburg, de donner son soutien à Hitler. Quelques jours plus tard, les deux hommes se rencontrent. Et grâce à Göring, Hindenburg nomme Hitler chancelier allemand. Voilà comment, en 10 ans, un groupuscule violent et bagarreur s'est tissé au pouvoir. Ensuite, on la connaît tous. Ces hommes enclencheront la Seconde Guerre mondiale et commettront les pires atrocités de l'humanité.